Merci beaucoup Clément pour l'invitation. C'est un plaisir. Donc je vais vous parler un petit peu de comment on peut détourner de ce qu'on peut trouver dans la biologie ou des systèmes qui vont être proches de systèmes biologiques pour aller faire des matériaux. Et dans la deuxième partie, je parlerai de matériaux multi-échelles ou de matériaux hiérarchiques. Avant ça, je vais vous faire une brève introduction pour vous montrer un petit peu les enjeux et les gros avantages des auto-assemblages biologiques. Ensuite, je vous montrerai comment, au cours des années, on a appris à contrôler sur un objet qui est particulier, qui est un nanotube, mais fait par assemblage, comment on a appris à contrôler, là je vous ai mis le diamètre, mais la morphologie en général. Et ensuite, je vous montrerai deux exemples de processus de synthèse multi-échelle, ce qu'on peut faire, ce qui des fois est proche de la biologie, puis des fois est complètement synthétique. Alors, on va commencer au début par regarder deux exemples d'auto-assemblage biologique pour comprendre quand on veut faire un matériau, qu'est-ce qui est incroyable dans ces auto-assemblages. Donc on a déjà vu un exemple tout à l'heure avec Plectella, je vais le reprendre parce que c'est intéressant. Et puis je vous montrerai un peu les challenges qu'on pourrait avoir en termes de nanomatériaux par auto-assemblage et la boîte à outils dont on dispose en tant que chimiste en solution. Alors le premier objet, ça va être le virus du tabac. Donc c'est des distances qui vont se retrouver ici sur une échelle logarithmique de distance. Donc on est vraiment sur des échelles qui sont très très petites. On va avoir des virus qui vont former des objets de longueur parfaitement définie et de diamètre parfaitement défini qui sont en fait des assemblages de protéines. Donc ces protéines vont en fait être assemblées par un nombre qui est parfaitement défini, 2300, et c'est ça qui va fixer la longueur, et la taille de la protéine va fixer parfaitement le diamètre. Donc c'est extrêmement intéressant en termes de processus de fabrication, parce qu'on a un objet qui est fabriqué parfaitement monodisperse, c'est-à-dire que tous les objets sont fabriqués de manière identique. Il est fabriqué par mise en solution d'une protéine avec de l'ARN ici, et donc on a un système qui est en parallèle. Il suffit de mélanger les matériaux, et on va obtenir un objet qui est parfaitement défini en taille, et donc ça permet de faire des objets 3D en nanomanufacturing. Alors, l'un des objets les plus incroyables qu'on a eu tout à l'heure, et dont on n'arrêtera pas, ça c'est Johanna Heisenberg, qui avait beaucoup travaillé dessus, qui a arrêté un petit peu. C'est des éponges de verre. Là, ça va faire une structure, c'est une structure qui fait 20 cm. On va avoir une structure hiérarchique à différentes échelles. Au centimètre, on commence à avoir des quadrillages. À 100 microns, on commence à avoir des bundles, des faisceaux de tubes. Ces tubes sont en fait des couches concentriques avec des alternances de différents matériaux. Et quand on descend à toute petite échelle, on s'aperçoit qu'on a plein de petites billes de silice. Et la nature est capable d'organiser ces matériaux sur différentes échelles. Donc là, on est sur 10 puissance 5, 10 puissance 6 pour arriver à un matériau qui est parfaitement défini. On a vu aussi l'exemple des propriétés optiques, et ça a été sélectionné il y a très très longtemps par la nature, à la fois pour des propriétés mécaniques qui sont incroyables, parce que c'est vraiment des éponges qui ne sont pas cassantes, elles sont très très souples, et pourtant c'est du verre, et aussi ici pour des propriétés optiques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, en termes de matériaux, qu'est-ce qu'il y a comme challenge quand on est comme ça et qu'on a envie de jouer avec ces matériaux ? Si on veut faire des nouveaux matériaux, qu'on est capable de concevoir des briques qui vont s'auto-assembler, comme on a vu avec les virus, on va peut-être pouvoir avoir des objets qui vont se former spontanément par agitation thermique, et on va peut-être pouvoir obtenir des nouvelles propriétés physiques. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de ce qu'on obtient, mais on peut avoir soit des propriétés mécaniques ou optiques avec de nouveaux matériaux. Ce qui est intéressant et ce qui est le challenge aujourd'hui, c'est d'aller à l'étape suivante, c'est est-ce qu'on peut avoir des systèmes qui vont être plus compliqués, c'est-à-dire commencer à mélanger plusieurs briques, et est-ce qu'on peut aller vers des structures qui seraient plus complexes, où les réactions vont commencer à discuter les unes avec les autres, et on va pouvoir avoir des structures qui vont être soit mises en réseau, soit avec des structures extrêmement bien définies, mais plus avec une fonction, mais avec plusieurs fonctions. Donc là-dessus, c'est là-dessus qu'il y a actuellement les grands enjeux. Ces aspects-là commencent à être bien contrôlés sur énormément de systèmes. Moi, je vais vous parler que d'un seul type. Alors, quand on est chimiste, on se demande, et qu'on veut le détourner tout ça, on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir détourner? Alors on peut détourner, c'est un peu les exemples qu'on a vus tout à l'heure, on peut aller détourner les molécules, on peut aller détourner les systèmes, donc on peut aller détourner aussi les objets finis, et le chimiste va se dire, mais pourquoi pas aller détourner les mécanismes, et pourquoi ne pas réfléchir et comprendre les mécanismes, voir les imaginer et essayer de voir s'ils marchent, et les reproduire avec des systèmes bien ultra simplifiés. Alors, je vais vous parler de ce premier exemple à travers deux systèmes sur lesquels on travaille depuis maintenant 16 ans, 17 ans, je ne sais même plus maintenant. Et je vais vous montrer qu'on peut aller vers une précision ultime, c'est-à-dire qu'on peut aller vers la précision parfaite en partant de molécules qui sont d'une simplicité redoutable. Alors, c'est des histoires qui ont été faites avec Ipsen Pharma, parce que c'est des molécules qui ont aussi des propriétés pharmaceutiques, mais voici la molécule. C'est une molécule qui est très très simple. En termes de chimie, on va avoir différentes structures. La première information qui est importante,
je vais y aller doucement, ça c'est les résultats, mais je ne vous discuterai pas de rayons X aujourd'hui. Ce qui est important de voir dans cette molécule, c'est qu'ici, elle est cyclique, donc c'est une molécule qui va se comporter comme un bout de plastique qui est dur et qui ne peut pas bouger. On va avoir ici des parties qui sont aromatiques, donc qui sont représentées ici, qui vont interagir. Quand on mettra les aromatiques dans l'eau, les deux interactions, enfin les deux morceaux interagiront pour se mettre ensemble. On a de la même manière ici des parties qui sont aliphatiques, qui vont interagir pour faire des interactions bleu-bleu. On a une dernière interaction qui est importante, qui est des zones qui vont être vertes ici, qui vont vouloir être mises dans l'eau, et qui donc vont interagir et se mettre en contact dans l'eau. Et on a enfin ici ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes avec des donneurs ou avec des accepteurs, qui vont pouvoir s'assembler et faire des assemblages de ce type-là. Et donc, ils vont en plus de pouvoir s'assembler, vont pouvoir le faire de manière directionnelle. Donc, on a une toute petite molécule. C'est une molécule de poids moléculaire très classique en pharmacie, mais qui a 4 types d'interactions en termes attractifs, plus du répulsif électrostatique. Alors, on va la représenter comme ça par la suite. C'est simplement quelque chose qui aime l'eau, avec une partie rouge qui aime être avec du rouge, du bleu avec du bleu, et ça qui vont faire des liaisons hydrogènes. Alors, quand on met la molécule dans l'eau, le rouge et le bleu n'aiment pas du tout être dans l'eau, donc ils vont simplement s'assembler et ils vont respecter la règle rouge-rouge et bleu-bleu. Ils vont former un dimère, ils vont s'assembler par deux et on va avoir cet objet-là. Là, à ce moment-là, on s'aperçoit tout de suite qu'on a 6 liaisons hydrogènes qui sont d'un coup possibles et qui sont au même endroit. Donc on va assembler ces liaisons hydrogènes pour former un filament qui va être ici. Là, j'ai mis que 3 éléments, mais il va y en avoir une infinité. Et on va toujours respecter cette interaction rouge-rouge, bleu-bleu, c'est-à-dire les aromatiques à côté des aromatiques et les aliphatiques à côté des aliphatiques. Ces filaments, quand on regarde le détail moléculaire, vont être très très grands et ils sont fabriqués de molécules biologiques, donc ils vont avoir tendance à se torsader. Et la seule torsade qui va être possible dans ce cas-là, ça va être une torsade qui est portée par un cylindre. Donc chaque filament va avoir une déformation qui ressemble à un cylindre. Et quand on va avoir fini, et si vous regardez bien le bord de ces filaments sont latéralement, ont encore des bouts aromatiques aliphatiques, donc on va encore avoir des assemblages latéraux de filaments, et on va avoir un assemblage parfait de 26 protofilaments. Et ici, ce que vous avez, c'est encore les zones rouge-rouge et bleu-bleu, c'est réellement une carte de densité électronique de cette molécule. Et donc on va avoir un cristal bidimensionnel en 2D qui va se refermer pour former un tube avec un nombre parfait défini de protofilaments et donc un diamètre parfaitement défini. Et donc voilà, toute petite molécule au départ qui, avec 8 acides aminés, voire il n'y en a plus que 6 qui les programment, avec 6 fonctions, est capable d'avoir toute l'information d'assemblage. Alors, après, ça c'est il y a très très longtemps. Après, on s'est dit pourquoi, c'est assez intéressant d'avoir quelque chose qui est parfaitement monodisperse, mais après c'est assez fascinant de se dire est-ce qu'on peut changer ce diamètre. Alors pour changer le diamètre, l'idée elle est très simple. C'est un calcul qu'on peut faire tranquillement avec un enfant de 3e. Si on a un système qui est fait avec des briques comme ça, donc je vous ai dit tout à l'heure on a un dimère, si on a un tube, c'est forcément que la zone extérieure est plus grande que la zone intérieure. Et si on fait une petite variation très faible de la zone intérieure, donc si cette zone rouge est un tout petit peu plus grande, vous voyez qu'ici les fluctuations sont assez faibles, mais qu'on va changer le diamètre de manière énorme, parce qu'on a un bras de levier qui est extrêmement important. Donc il suffit d'une petite mutation à cet endroit-là pour changer le diamètre de manière extrêmement importante. Or, on avait la structure, ça c'est notre job, on résout des structures de cubes. Donc comme on avait la structure, on avait à la fois la paroi extérieure, et je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, on avait la paroi intérieure ici, et on avait ce qu'on appelle un tryptophane, un contact rouge-rouge qui était important. Et on avait le droit de faire des mutations sur cette partie de la molécule, et à chaque fois, ça formait les tubes. Alors, je vais vous montrer les résultats. Donc là, c'est 17 molécules qui ont été étudiées. Ça, c'est le produit de départ qui fait 24 nanomètres. Je vais vous présenter la taille de la molécule, donc de ce petit bout de résidu. Et ici, je vous représente l'inverse du diamètre, parce que la formule à vérifier en termes de linéarité, c'est 1 sur le diamètre. Et donc on peut étudier un certain nombre d'aromatiques. Quand on a des petits aromatiques, on a un diamètre qui est faible, donc de 9 nanomètres, et quand on a des aromatiques qui sont plus grands, on monte à 35 nanomètres. Donc on peut varier ici d'un facteur 4 en termes de taille, et quand on regarde bien ici, on varie de 6 à 8, donc on change de 2 angstroms. Donc on est en train de jouer avec 2 angstroms, donc rien du tout, et on arrive à moduler sur un facteur 4 entre 9 et 35 nanomètres. Après, tout ça marche très très bien, c'est linéaire. On peut rajouter n'importe quelle molécule et ça veut dire qu'on est capable de prédire depuis la formule chimique le diamètre de l'objet à la fin. Et avec une précision qui est relativement intéressante de 3%. Et à chaque fois, ils vont être monodisperses.
Donc ça, c'était la première histoire. On a un tube parfaitement monodisperse. Quand on a compris, on peut modifier les diamètres à volonté, mais en faisant de la chimie. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on pourrait avoir un système où on va pouvoir changer le diamètre, pas en faisant de la chimie, en changeant la molécule, mais en changeant l'environnement dans lequel est la molécule. Donc on va changer le pH, on va changer l'acidité du système, et on va tomber sur un système qui va passer de petit tube à gros tube autour d'un pH qui est neutre, le pH physiologique. Alors, la protéine qui est ici, qui est la tryptoryline, est là. Elle a une charge positive qui est due à une arginine. Et ici, on va avoir une histidine qui a un P4,6,1 en solution habituellement, et qui en milieu acide va être protonée, donc chargée positivement, et qui en milieu neutre va être non chargée. Et donc on aura une molécule qui pourra être 2 fois chargée ou 1 fois chargée en fonction de l'acidité. Et on va regarder si par hasard elle n'aurait pas envie de faire des choses intéressantes. Alors voilà des images qui vont avoir lieu, qu'on va observer en différentes microscopies électroniques en milieu acide. On va avoir ici des faisceaux. Alors ce qu'on voit, c'est des effets de moiré. C'est un peu comme un brin de laine, mais avec énormément de sous-brins. Et donc on a une structure qui localement est comme ça. Et puis de temps en temps, on a le réseau hexagonal. C'est comme quand on est dans les forêts. D'un coup, on voit vraiment bien le réseau hexagonal. Et donc on a un effet de moiré ici. Et on voit ces structures-là. Et donc on a des tubes qui sont là. On les étudie beaucoup par rayons X, et ça je ne vais pas vous donner les résultats. Mais on a un diamètre qui fait exactement 10,5 nanomètres, qui est monodisperse. Quand on passe en pH acide, on est obligé de changer un peu les microscopies électroniques parce que c'est des objets qui sont un peu plus difficiles à manipuler. On va obtenir des objets par différentes techniques. Ici, vous voyez, c'est plein de tubes qui ont été cryofracturés. Et on va maintenant tomber sur des tubes qui vont faire 50 nanomètres de diamètre. Donc ici, je vous ai mis le rapport, donc à peu près un facteur 5. Donc en changeant le pH, on va passer d'un diamètre de 10 à 50. Et ça, vraiment, il n'y a que les deux diamètres qu'on peut observer, voire la coexistence. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça, c'est une observation qui a quasiment 8 ans. Et on a mis très très longtemps à comprendre comment ça se marchait et à détailler la structure. Si on a un système qui change le pH, ça veut dire que l'auto-assemblage a été fait par 2 briques totalement différentes. Donc ces 2 briques, et c'est là qu'il y a des années de travail, on a résolu les 2 structures, dont celle-ci à l'angstrom. Et on a une première structure à bas pH où on va avoir 30 peptides qui vont s'organiser de cette manière-là et qui vont faire un tube qui fait 10,5 nanomètres. À haut pH, on a une structure qui n'a plus rien à voir, qui est dessinée ici, je vais vous montrer un petit peu plus dans les détails, qui va se courber très très légèrement et qui va former des tubes de très très grand diamètre. Donc à partir du moment où on a la structure, on va pouvoir comprendre le mécanisme de ce qui s'est passé. Alors ici, je vais vous montrer la conformation de la molécule. Donc ça, c'est la conformation dans cette structure. Et vous voyez que juste le changement de pH va permettre d'induire 2 conformations différentes. Et la chance qu'on a eue, parce qu'on a réellement énormément de chance, c'est que les 2 conformations sont capables de s'assembler une fois dans ce type d'assemblage et une autre fois dans ce type d'assemblage. Donc on a la chance de pouvoir passer de l'un à l'autre. Et toutes les transitions de phase qu'il pourrait y avoir de cette structure à cette structure-là passeront par la solution parce qu'il faut changer de conformation. On ne change pas de conformation à l'état solide dans ces systèmes-là. Alors, quand on regarde le détail moléculaire et qu'on essaye de comprendre, on s'aperçoit qu'en milieu acide, on a 2 charges positives, que ça c'est la paroi externe et que ça c'est la paroi interne. Donc les 2 charges positives ont étiré le peptide et on va avoir une structure qui est de type amyloïde et ça va fabriquer des petits tubes. Quand on est à pH neutre, on n'a plus qu'une charge positive et d'un coup la charge positive ici, qui aurait dû apparaître ici, n'existe plus, et on va avoir une forme qui ressemble plus à une forme de protéine globulaire. Et quand on regarde vraiment le détail, et là on a résolu les structures à l'angstrom, on est capable d'aller voir où sont les liaisons hydrogènes, et on s'aperçoit que là, cette histidine qui portait un proton tout à l'heure est maintenant une acceptrice de protons, et donc on va avoir une liaison hydrogène entre cette sérine et entre cet amide-là qui va replier la molécule. Donc on a la driving force à la fois du milieu acide où ça tire, et la driving force du milieu basique où ça s'assemble. Donc globalement, et je vous passe les autres travaux, on commence à vraiment avoir un contrôle assez fin de la morphologie des tubes. On peut réellement faire actuellement tout ce qu'on veut, et on peut même le faire, on avance, il y a toujours on découvre encore des systèmes, et c'est assez amusant. Est-ce que ça a des applications? Alors les 2 molécules que je vous ai montrées, elles viennent de chez Ipsen, et les 2 font du drug release, c'est-à-dire qu'elles s'assemblent spontanément, c'est des principes actifs, mais ils vont avoir une activité. Donc on a la somatuline, ça c'est ce système-là, qui est en acromégalie essentiellement, mais aussi sur les tumeurs neuroendocrines, et le décapeptyle, qui est essentiellement utilisé en cancer de la prostate, mais aussi sur un certain nombre de cancers qui sont hormonodépendants. Donc on est sur 2 molécules qui sont déjà commerciales.
Je vais passer à la suite. On va aller réellement vers le titre qui est peut-on faire des processus de synthèse multi-échelle. Si on veut, là on a un contrôle très très fin à l'échelle atomique des assemblages, mais si on va aller faire des matériaux sur toutes ces échelles-là, il va falloir jouer avec des interactions qui sont un peu plus fines que celles que je viens de vous donner. Donc nous on vient de jouer ici avec ces petites interactions, et on jouait dans cette cour-là, qui est la cour des petites distances. Mais si on veut jouer avec des objets pour essayer d'avoir des structures un peu plus grandes, il va falloir qu'on joue avec des interactions qui sont un peu plus, qui ont des portées un peu plus longues. Donc ça peut être les forces électrostatiques, ça va être la nanomécanique de filament ou la nanomécanique de membrane. Ça peut être aussi tous les processus d'auto-organisation type Onsager, de type de cristaux liquides, où quand on met des objets anisotropes, ils ont envie de se mettre en parallèle. Et si on regarde ce qui se passe dans la nature, ou ce que le chimiste peut faire, si on veut jouer à des distances un peu plus grandes, il va falloir avoir des interactions qui sont différentes. Donc on va avoir, ça c'est ce qui se fait en biologie, mais nous on ne va pas le faire. On va jouer soit avec des gradients chimiques, de manière à tirer des fibres, soit avec des gradients mécaniques, et je vais vous illustrer les deux exemples. Et le souci qu'on va avoir, ou en tout cas nous, ce qu'on a fini par découvrir à force de comprendre nos systèmes, c'est que si on veut avoir des structures hiérarchiques qui sont bien organisées, il faut que ces interactions discutent entre la petite échelle et la grande échelle, et que ce couplage-là, il n'est pas facile à comprendre. On commence à le comprendre, on a eu de la chance, et quand on a eu de la chance, c'est pas évident de la comprendre. Alors je vais rentrer sur le système dont parlait Nadine au départ, qui est peut-on utiliser les nanotubes de tout à l'heure, qui sont des peptides, pour déposer de la silice dessus. Donc l'idée, elle est simple. On va prendre deux réactions chimiques. Une réaction d'assemblage qui va être une réaction d'un peptide qui s'assemble pour former un tube, que je viens de vous montrer. Et puis on va prendre un précurseur de silice qui d'habitude va fabriquer des billes de silice si on les mélange. On met tout ça dans un pot, on mélange, et est-ce que par hasard, on aurait un peu de chance, et se fabriquerait des objets intéressants. Donc la manip est ici, ça c'est un capillaire de rayons X, 1 mm, ça fait ici quelques centimètres, mais maintenant on fait 10 cm. On va mettre le gel de peptide en bas, on va mettre le précurseur, on va partir un week-end, on va mettre une webcam parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas enregistrer. Et voilà ce qu'on trouve à la fin du week-end. On trouve des très très grandes fibres ici, qui sont très, très facilement observables à l'œil, et puis le peptide qui était ici a complètement disparu. Alors, après, et là c'est vraiment notre job, on va passer un maximum de techniques de structure, de manière à avoir un maximum d'informations et essayer de comprendre la structure, et ensuite le mécanisme de formation. Alors en lumière polarisée, on a des objets qui sont parfaitement anisotropes, c'est extrêmement important. Quand on commence à jouer avec de la microscopie électronique sans staining, c'est-à-dire qu'on voit que ce qui pourrait être de la silice, on commence à voir qu'on a des fibres qui sont parfaitement parallèles et qu'il y en a énormément. Quand on arrive à augmenter la qualité des échantillons pour avoir des zooms beaucoup plus forts, on va voir ici qu'on a deux tubes qui sont côte à côte. Quand on zoome ces zones-là, on s'aperçoit qu'on a non seulement deux tubes, mais que pour chaque tube, on a une paroi interne et une paroi externe, il y a une double paroi, il y a une double paroi. Et ça, c'est une coupe qui est faite dans l'autre sens. On voit bien qu'on a déposé de la silice sur le tube, à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. On n'a pas fait une décoration que dedans, que dehors. Et on a surtout une quantité de silice qui est limitée. Et après, on fait nos techniques. Et donc, nous, on va avoir une capacité de mesurer l'épaisseur de silice qui fait 1,4 nanomètres à l'angstrom près. Donc, on est sur des précisions qui sont à l'angstrom, avec des objets qui vont maintenant jusqu'à 10 cm. Alors, quand on a un objet qui est sur une telle hiérarchie d'échelle, c'est qu'il y a un mécanisme qui n'était pas évident et qui peut ressembler à des mécanismes biologiques. Alors, pour comprendre le mécanisme, c'est assez simple. Ce qui s'est passé, c'est que le tube se fabrique et en même temps la silice se dépose. Alors on va regarder ce qui se passe. Quand le tube se fabrique, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire qu'il était chargé positivement, et donc il y a un moment, les peptides vont croître, et la paroi du tube va croître. À ce moment-là, on a un précurseur de silice qui est légèrement chargé négativement, qui va être absorbé de manière électrostatique par une interaction très simple. Il va ensuite y avoir une condensation de la silice. Les silanols vont toujours être libres et donc il va y avoir une charge négative résiduelle. Et à ce moment-là, on va avoir une neutralisation des charges résiduelles des silicates sur le peptide. C'est là que ça devient carrément fou comme système. C'est qu'à ce moment-là, on a un système dont la pointe est neutre. Et comme elle est neutre, la répulsion qu'il y avait tout à l'heure qui inhibait la formation du tube, en fait, elle est plus gênée. Donc le tube, une fois qu'on est neutre, le peptide va se jeter sur cette paroi et continuer d'avancer. Et on va revenir à cette étape-là. C'est-à-dire qu'on dépose du peptide, ça attire la silice. Une fois que la silice est déposée, on attire du peptide. En tout cas, on ne repousse plus, ce qui est à peu près la même chose. Et donc, on a un système qui peut croître à l'infini tant qu'il y a du matériel. Donc, on a à la fois, en plus par la neutralisation, on a un contrôle de l'épaisseur à l'angstrom près. Et tant qu'il y a du matériel, il n'y a aucune raison d'arrêter la croissance. Et on arrive à des objets qui vont faire, en tout cas macroscopiquement, ou des faisceaux d'objets qui vont jusqu'à 10 cm. Je vais
passer ce système-là pour finir dans les temps. Et puis je vais vous montrer ce qu'on fait maintenant sur des gradients qui sont plutôt des gradients mécaniques, avec une idée qui était de jouer avec d'autres choses que de la chimie. Alors l'idée, elle était, c'est une année où je suis allé voir Johanna Heisenberg justement, et puis j'ai rencontré Laurent Courbin qui bossait à Harvard à ce moment-là, et puis qui est maintenant dans notre labo. C'était, est-ce qu'on peut contrôler une morphologie par des forces physiques et non plus par des gradients. Alors l'idée est très simple, c'est qu'on sait que quand on regarde une interface RO, on a des formes qui sont parfaitement monodisperses, simplement parce que les lois vont imposer que si on a une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, on va avoir un rayon qui est parfaitement défini. Donc cette loi d'interface nous fait qu'on a des systèmes qui sont avec des rayons parfaitement définis. Donc la morphologie circulaire est imposée. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça va créer des forces et ça peut permettre de déplacer des liquides, voire des objets dedans, et ça, on va l'utiliser. Après, ce qui est intéressant, c'est que si on prend un ménisque comme ça, qu'on en amène deux, et qu'on laisse sécher, donc petit à petit on va enlever de l'eau, on va finir par avoir une mousse, et cette mousse, on va maintenant passer à une structure qui est planaire, et donc on a la possibilité de passer du circulaire au planaire, et de peut-être contrôler des morphologies. Alors, une fois qu'on a ça, et puis qu'on met une échelle de taille, est-ce que le séchage, justement, pourrait être un processus intéressant? On sait que quand on va sécher, on va diminuer le volume. On sait que aussi, si par hasard on met des colloïdes dedans, on a une chance de les cristalliser, donc il va falloir avoir des systèmes qui cristallisent colloïdalement, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, l'idée de la décroissance de volume, ça va être d'utiliser des surfaces patternées avec des petits plots en PDMS, avec des interdistances typiquement de 200 microns, et de mettre de l'eau dedans. Alors, je vais vous montrer une image ici. Vous avez de l'eau, vous avez de l'air, et puis on va laisser sécher, et vous allez voir que le liquide se retire petit à petit, mais en se retirant, il va laisser des films avec différentes morphologies entre les plots, et donc il va laisser des structures qui vont se former à une échelle du centimètre, voire du millimètre, voire du centimètre. De la même manière, si on utilise, et là les nanobâtonnets sont plus utiles et plus faciles à manipuler pour la cristallisation colloïdale, si on utilise des bâtonnets qui sont au départ isotropes, au moment où ils vont cristalliser, ils vont s'assembler dans des structures qui sont assez bien définies. Alors qu'est-ce que ça donne? On va se balader un peu dans les échelles. Donc voilà, vous voyez, là c'est le millimètre. Donc on a des objets qui sont plus grands, mais on ne peut pas les zoomer. Quand on descend et qu'on commence à regarder en microscopie à balayage, vous voyez que ces murs-là commencent à être des objets qui sont tridimensionnels, qu'on peut voir là. Quand on commence à pouvoir les couper, on s'aperçoit que non seulement c'était des crêtes, je ne vais pas rentrer dans les détails, par contre vous commencez à avoir des couches, des multicouches. Quand on continue de zoomer, on s'aperçoit que c'est des couches de bâtonnets. Et quand on regarde dans l'autre sens, on s'aperçoit que c'est des bâtonnets qui sont parfaitement organisés en 2D. Donc on a vraiment des structures qu'on appelle smectic de B, et on peut vérifier ça par rayon X. Donc on a clairement des structurations qui vont aller de la dizaine de nanomètres au centimètre, et qui sont contrôlées. Donc globalement, sur ces aspects de structure hiérarchique, on est parti au départ sur des idées qui étaient de biominéraliser les tubes, et on a des choses qui ressemblent à des fibrilles, et on a cherché à compliquer, mais là on n'y arrivait plus par ces techniques-là, donc on est passé sur des techniques un peu plus physiques, mais ça marche aussi, on peut maîtriser des structures sur plusieurs échelles. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans un cas on utilise un gradient chimique, dans l'autre cas on a utilisé un gradient mécanique, je ne rentrerai pas dans l'analyse, et qu'à chaque fois on a utilisé des forces qui étaient un petit peu différentes, mais en tout cas elles ont assez bien causé pour savoir, et que la solution elle est ici, en gros c'est des discussions via les potentiels chimiques. Voilà. Donc s'il y a un message à avoir sur ce qu'on fait, et il y a des gens qui font des choses encore plus fabuleuses avec d'autres systèmes, parce que chacun son système. On met 20 ans à maîtriser un système, donc on ne joue pas trop avec d'autres systèmes, mais il y a des choses assez fabuleuses sur d'autres systèmes. On peut réellement, nous, dans le cas des nanotubes, on peut contrôler la morphologie de nos nanotubes, et il y a des gens qui font d'autres objets qui font des choses magnifiques. Et que si on veut faire des synthèses multi-échelles, il va falloir commencer à jouer avec des gradients, voire des morphologies de gradients. Et c'est un petit peu les idées qu'on a avec les flows, c'est-à-dire que si on peut maîtriser la position des gradients, on va pouvoir maîtriser la position des objets. Je vais finir avec les remerciements, essentiellement avec deux personnes, avec Maïté Paternos, qui a écrit la partie peptide avec moi depuis 1999, et je suis sa main gauche. Et on travaille sur les peptides ensemble. Je vais aussi remercier Christelle Mariadec qui fait toute la partie rayons X à Rennes, parce que pendant que je cause, il y a des gens qui travaillent, donc c'est quand même utile. Et elle est fabuleuse, et elle fait tourner la manip de manière efficace. Et puis quelques étudiants, enfin là les étudiants qui ont travaillé sur les sujets que je vous ai présentés. Et puis je vous remercie pour votre attention.